Une nouvelle alarme résonne à Kiev. Cette fois-ci, elle n'est pas destinée à nous alerter des bombardements russes imminents. Ce qui nous inquiète, ce qui devrait tous nous inquiéter, c'est que les caisses de l'Ukraine sont vides. Le danger, c'est un impact immédiat sur le dénouement de la guerre russo-ukrainienne. Les Ukrainiens doivent non seulement faire face à l'invasion de leur territoire et à tous les risques que comporte un affrontement militaire de grande ampleur, mais en plus ils doivent composer avec une crise économique, financière et énergétique qui empire de jour en jour. Alors jusqu'à quel point l'Ukraine est-elle en difficulté? Le risque de faillite est-il réel? Quel sera l'impact sur le champ de bataille? On regarde ça. Bon, une note d'optimisme malgré la précarité de la situation. Du point de vue militaire, l'Ukraine est en bien meilleure position que l'on ne l'imaginait au début de la guerre. 6 mois après le début de l'invasion, l'avancée des troupes russes s'est arrêtée. Désormais, leur seul avantage se limite en pratique à leur puissante artillerie qui continue d'infliger des dégâts colossaux à l'armée et aux villes ukrainiennes. Y a pas photo, la puissance de l'artillerie russe dépasse largement celle de l'Ukraine. D'où la nouvelle stratégie de la Russie, le pilonnage permanent des positions ukrainiennes le long de la ligne de front qui sépare l'est de l'Ukraine du reste du pays. Mais c'est pas un hasard si les 20% du territoire occupé par la Russie couvrent une partie des meilleures terres agricoles et la majeure partie des ressources minières du pays, et surtout l'essentiel de l'accès à la mer Noire, Odessa étant pour l'heure encore ukrainienne. Ce qui veut dire que si un cessez-le-feu venait à être envisagé sur la ligne de front telle qu'elle est définie aujourd'hui, l'Ukraine serait profondément affaiblie sur le plan économique. À l'heure actuelle, les troupes russes n'avancent quasiment plus. La résistance ukrainienne parvient à leur tenir tête, surtout grâce aux livraisons d'armes occidentales. Les attaques ukrainiennes en Crimée affaiblissent les capacités militaires de la Russie. Mais l'objet de cette vidéo, c'est pas le terrain militaire. La bataille se livre aussi sur un autre front, celui de l'économie. Le déclenchement de l'invasion russe a dévasté l'économie ukrainienne. De très nombreuses usines ont été détruites, les infrastructures critiques sont à terre et beaucoup d'entreprises ont été contraintes de fermer. Des estimations tablent sur la disparition d'une grosse moitié de tous les emplois du pays, soit du fait de leur disparition pure et simple, soit parce que les salaires et les postes de travail se sont effondrés. En juin 2022, le taux de chômage dépassait les 35% et ce, malgré l'effort de guerre, grand pourvoyeur d'emplois. Cette carte est très évocatrice. Plus de 20% du territoire ukrainien est soit occupé par la Russie, soit aux prises de combats sanglants. Ce sont les espaces bleu foncé. Et bien avant la guerre, ces espaces comptaient pour 20% du PIB ukrainien et environ 28% de sa population. Évidemment, les dégâts matériels, les usines et les infrastructures critiques détruites couvrent l'ensemble du pays. Les missiles russes ont gravement endommagé ou carrément détruit toutes les grandes raffineries de pétrole du pays. La ville de Mariupol, qui était la grande ville industrielle du pays, a été presque totalement rasée. On a encore en tête la grande aciérie Azovstal, totalement détruite. Aujourd'hui, la propagande russe est à pied d'œuvre en acheminant des centaines d'ouvriers russes et en embauchant de la main-d'œuvre locale pour reconstruire la ville, mais les dégâts sont énormes. On estime que les dégâts causés par l'invasion russe se chiffrent aux alentours de 100 milliards de dollars. Pas commode pour le deuxième pays le plus pauvre d'Europe. D'ailleurs, depuis le début de la guerre, l'Ukraine est probablement passée devant la Moldavie. Et on prend même pas en compte le manque à gagner. On parle de dizaines de milliards d'euros de pertes du fait des fermetures d'usines, de l'exode massif et de la mobilisation pour l'effort de guerre. Et quid des pertes en vie humaine? Ça va coûter bonbon de remettre le pays sur pied. Résultat, le hryvnia, la monnaie ukrainienne, s'est effondrée. Les comptes publics sont vides, l'inflation s'accélère et le tissu économique est en plein délitement. Les salaires aussi ont chuté du fait de l'inflation et de la dévaluation de la monnaie. Alors quelles sont les implications de cette crise pour l'avenir de l'Ukraine? Le pays risque-t-il de sombrer? Des batailles sur le terrain et sur les marchés. Une guerre, ça affecte évidemment l'intégralité du territoire, pas uniquement les zones frappées ou contrôlées par l'ennemi. Un sondage réalisé début août dévoile que 54% des Ukrainiens ont un proche engagé dans la lutte contre l'envahisseur russe. Et puis, au-delà du coût humain, du manque à gagner, des dégâts matériels, il y a aussi la question du financement de l'effort de guerre. Le soutien aux troupes, leurs équipements, ça représente un sacré paquet d'argent. Kiev estime que le PIB ukrainien devrait chuter de 33% pour la seule année 2022. Les estimations de la Banque mondiale oscillent plutôt autour de 45%. On n'avait jamais vu un tel effondrement d'une richesse nationale en si peu de temps. Et puis évidemment, tous les projets d'investissement sont en poids mort. Les principales banques ukrainiennes sont confrontées à des taux de défaut de l'ordre de 30%. Ça veut dire qu'un Ukrainien sur 3 n'est plus en mesure de rembourser son emprunt bancaire. Si la situation perdure, ces banques risquent la faillite. Bien sûr, il n'y a pas que le secteur privé qui est affecté. Les recettes publiques sont au ras des pâquerettes. Et puis il ne faut pas oublier que l'État ukrainien percevait avant la guerre d'importantes redevances pour le passage du gaz russe vers l'Europe. Bien entendu, ce gazoduc est aujourd'hui fermé, donc zéro pognon.
En juin, l'État n'avait collecté que 50% des impôts par rapport à l'année précédente. Donc, pour financer l'effort de guerre avec des recettes fiscales réduites de moitié, les dépenses publiques ont augmenté de plus de 60%. Résultat, un trou béant dans les caisses publiques. Donc, même en mettant en place des mesures drastiques d'austérité, en coupant les financements liés par exemple aux activités culturelles, à la recherche et à l'enseignement supérieur, l'État n'arrive à couvrir que 30% des dépenses publiques à partir de la collecte d'impôts. Le déficit pour l'État est estimé à environ 5 milliards de dollars par mois. Une somme énorme pour le pays le plus pauvre d'Europe, dont le PIB de 2021 était à peine de 200 milliards de dollars. Le déficit projeté d'ici la fin de l'année pourrait facilement dépasser les 40% du PIB. Comment vont s'en sortir les Ukrainiens pour financer un tel déficit budgétaire ? Gardez à l'esprit qu'on parle des salaires des fonctionnaires, des frais de santé publique et des retraites. Les personnes âgées sont très vulnérables, les médecins, les traitements et les équipements médicaux, ça coûte cher. Mais surtout, ce fameux effort de guerre, les dépenses militaires. L'Ukraine ne peut pas se permettre de faire des économies sur son industrie de la défense. Sans celle-ci, l'Ukraine telle qu'on la connaît cesserait d'exister, submergée par l'envahisseur russe. Du coup, l'Ukraine a recours à l'emprunt. Elle émet massivement des titres de dette. Sauf que, et à juste titre, les investisseurs sont très frileux. Pourquoi aller mettre ces sous dans un pays au bord de la faillite et dont 20% du territoire est occupé par une puissance étrangère, qui plus est la Russie ? Et puis, en plus de l'émission massive de bons du trésor, la Banque centrale ukrainienne fait tourner à fond la planche à billets pour augmenter la masse monétaire en circulation et financer l'État. Le choc est immédiat, hyperinflation et dévaluation de la hryvnia. Du coup, pour contrecarrer ces effets, la Banque centrale écoule progressivement ses réserves en devises étrangères pour atténuer la dépréciation de sa monnaie. Des stocks de devises étrangères qui s'épuisent rapidement. Durant l'été, l'Ukraine a dépensé en moyenne 1 milliard de dollars par semaine tirés de ses réserves. Ce rythme n'est tout simplement pas soutenable pour l'économie ukrainienne. Kiev doit absolument rétablir le commerce extérieur et ça passe surtout par ses exportations de céréales. Mais ces ventes, estimées à 1 milliard de dollars par mois, ne suffiront évidemment pas à combler le budget de l'État, d'où des titres comme celui-ci. 21 juillet 2022, l'Ukraine dévalue la hryvnia de 25% par rapport au dollar américain. Pour garder la main sur sa monnaie, Kiev l'a dévaluée de 25% pour favoriser les exportations et réduire les importations, ce qui lui permet de minimiser autant que possible la fuite des capitaux en devises étrangères. Mais ce n'est qu'une mesure provisoire, elle n'est pas viable sur la durée. Les réserves de dollars de l'Ukraine vont finir par s'épuiser et la Banque centrale ne pourra pas continuer de financer indéfiniment l'État. La situation est si délicate que le gouvernement a demandé à toutes les entreprises publiques du pays de retarder le paiement de leurs dettes, même si elles ont les fonds nécessaires. Toujours avec l'idée en tête d'éviter la fuite de capitaux en devises étrangères. D'ailleurs, Kiev a aussi obtenu auprès de ses principaux créanciers de retarder d'1 an les paiements liés à sa dette souveraine. Et un autre problème auquel les Ukrainiens vont devoir prochainement se frotter, tout comme les Français dans une moindre mesure, c'est l'hiver. Or, les réserves de gaz de l'Ukraine sont les plus basses de toute l'Europe. Début août, les réserves ukrainiennes de gaz n'étaient pleines qu'à 22% de leur capacité maximale. C'est bien en dessous de ce dont ont besoin les Ukrainiens pour la période hivernale qui est d'ordinaire très rude là-bas. Ukrgaz Wydobywanie, la principale société gazière qui appartient à l'État, a déclaré que l'Ukraine avait besoin d'au moins 5 milliards de mètres cubes de gaz. Au vu des prix pratiqués aujourd'hui sur le marché européen, la facture devrait lui coûter plus de 10 milliards de dollars. Et ça suffira pas à résoudre leurs soucis d'énergie. L'État doit en parallèle entretenir le réseau électrique gravement endommagé par les bombardements russes. Les centrales électriques doivent continuer à tourner et les infrastructures comme les postes et les lignes électriques doivent être réparées et mises en état de marche. Allez, encore des dollars partis en fumée. Et faut pas oublier que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, a été bombardée à plusieurs reprises. Des frappes très ciblées et très dangereuses. Aujourd'hui, elle est occupée par l'armée russe, même si pour l'instant, elle continue à produire de l'électricité pour l'Ukraine. Les Russes auraient bien voulu et ont même essayé de détourner cette production électrique sur la zone qu'ils occupent, mais sans succès. Les Ukrainiens et les Russes se renvoient mutuellement la responsabilité de ces bombardements. Dans tous les cas, on est tout près d'une catastrophe comme celle de Tchernobyl. Une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique est actuellement sur place pour s'assurer et nous rassurer que la centrale n'a pas subi de dommages et qu'il n'y a pas de fuite radioactive dans l'atmosphère. Donc, quel que soit l'angle d'analyse, énergie, industrie, finance, dette, l'Ukraine est dans une situation très précaire. Heureusement, le bilan n'est pas tout noir. La plupart des entreprises du pays ont rouvert leurs portes. L'approvisionnement du pays en carburant est à nouveau garanti puisque tous les jours, près de 300 camions-citernes traversent la frontière occidentale de l'Ukraine. Même que la production électrique ukrainienne permet de vendre le surplus à l'Union européenne. Forcément, les mesures prises par Bruxelles pour abaisser les barrières douanières et alléger le cadre réglementaire contribuent à relancer les exportations ukrainiennes. En plus, la résistance des troupes ukrainiennes a permis aux agriculteurs de réaliser le gros des récoltes. On
peut espérer qu'on arrivera à éviter dans une large mesure une crise alimentaire mondiale. Mais entre l'effondrement du PIB, le délitement du tissu industriel ukrainien, le déficit commercial croissant, l'épuisement des réserves en devises étrangères et le trou béant dans les comptes publics, l'avenir du pays s'assombrit. Sa victoire, ou en tout cas sa résistance face à l'invasion russe, devient incertaine. Heureusement, le soutien des alliés occidentaux permet de rétablir la balance. La survie de la nation ukrainienne. Jusqu'à présent, Kiev a pris de nombreuses dispositions pour tenter de stabiliser la situation. Le gouvernement a introduit un contrôle strict des capitaux, il est intervenu sur les taux de change, il a réduit les dépenses publiques, il a garanti les dépôts bancaires, a éliminé ou allégé certaines taxes, rehaussé les taux d'intérêt et ainsi de suite. Mais c'est pas suffisant, l'Ukraine doit compter sur le soutien de l'Occident. Déjà, tous les jours, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et d'autres alliés livrent à l'Ukraine des armes et de l'équipement militaire. Pas de demi-mesure, les alliés de l'Ukraine remplissent honorablement ce rôle tout en se tenant à distance des accusations russes de co-belligérance. L'Ukraine finance un peu moins d'un tiers de ses dépenses publiques grâce à l'impôt. Les 2 tiers restants sont équitablement répartis entre l'émission monétaire de sa banque centrale et les financements alliés. Ce soutien financier par les pays alliés est depuis devenu, et de loin, la principale source de financement du déficit public. Dans les mois à venir, cette aide devrait encore augmenter pour permettre à Kiev de cesser de faire tourner la planche à billets. Entre le 24 février et le début du mois d'août, les pays alliés, les États-Unis, l'UE, l'Allemagne, le Japon, le Canada et tant d'autres ont aidé l'Ukraine avec plus de 12 milliards de dollars. Des dons, des prêts, des subventions à des conditions très avantageuses. Les alliés se sont aussi engagés à mobiliser au cours des prochains mois 20 milliards supplémentaires. Et si tu ajoutes à ça l'aide humanitaire et les dotations militaires, on se situe autour des 80 milliards de dollars. Grave. Même à plusieurs, cet effort financier de la part des alliés de l'Ukraine est admirable. En même temps, l'enjeu de cette guerre dépasse largement celui de l'intégrité territoriale ukrainienne. Le combat de l'Ukraine, c'est aussi notre combat. Morten Botskov, ministre danois de la Défense. Pourtant, cette mobilisation alliée n'est pas suffisante. La guerre russo-ukrainienne est partie pour durer. Les démocraties occidentales devront fournir une aide beaucoup plus importante pour que l'Ukraine puisse battre Poutine. Ils doivent engager encore plus de moyens militaires, techniques et financiers, mais surtout, ils doivent mettre à disposition les fonds d'aide plus rapidement, avec la garantie de l'État ukrainien que ces fonds atteignent bien leur destination. Parce qu'on le sait, l'Ukraine manquait de transparence et la corruption n'a pas nécessairement disparu avec la guerre. Et c'est probablement l'une des raisons qui explique cette nouvelle donne. Les puissances européennes n'ont formulé aucune nouvelle promesse militaire à l'Ukraine en juillet. Le soutien militaire européen à l'Ukraine diminue depuis avril, selon l'Institut de Kiel. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la plupart des pays d'Europe de l'Est semblent fermement engagés en faveur de l'Ukraine. Mais pas sûr qu'on puisse en dire autant de la France ou de l'Allemagne. Les pays ouest européens commencent à sentir les répercussions de la crise énergétique et de l'inflation qui en a résulté et l'on pressent un certain ras-le-bol de leur gouvernement et des populations. La signature d'un cessez-le-feu ne serait pas pour leur déplaire. Ça leur permettrait de reprendre les importations de gaz russe, le temps de diversifier leurs sources d'approvisionnement. Mais cette hésitation européenne pourrait avoir des conséquences beaucoup plus fâcheuses sur le long terme. La Maison-Blanche a été très claire sur le sujet. Ce n'est plus une question de souveraineté russe ou ukrainienne sur le Donbass et le Lugansk. D'autres autocraties scrutent attentivement le conflit, à commencer par le Parti communiste chinois qui prend bien note des réactions de chaque pays en vue d'une possible invasion de Taïwan. Et puis, en plus de l'occupation ou de la destruction du bassin industriel ukrainien, la Russie s'est aussi accaparée une grosse partie des ressources naturelles du pays. Si Kiev ne parvient pas à remettre la main dessus, la reconstruction d'une Ukraine post-invasion en résultera d'autant plus difficile. Certaines estimations suggèrent que la Russie aurait sous son contrôle plus de 60% des gisements de charbon du pays. Elle occuperait aussi 42% des gisements de métaux et un bon tiers des gisements de terres rares et de minéraux critiques comme le lithium. Et en cas de victoire russe, la situation serait encore plus grave pour la reconstruction de l'Ukraine. Même constat si la Russie n'est pas clairement battue. En gros, en cas de statu quo. L'Ukraine aurait non seulement perdu une grande partie de son territoire et de ses ressources, mais serait constamment exposée à une nouvelle attaque russe. Personne de sensé n'investirait dans le reste de l'Ukraine si le conflit s'enlise. Jacob Kierkegaard, membre du Peterson Institute for International Economics, basé à Washington. Jusqu'à présent, l'Ukraine a reçu les moyens pour rester debout face à la violence de l'agression russe. Mais si elle espère battre la Russie, Kiev a besoin de beaucoup plus d'argent. Des analystes tablent sur plusieurs centaines de milliards de dollars pour remettre sur pied son économie, son industrie et rebâtir les villes et les infrastructures. C'est une énorme somme d'argent, gargantuesque même, mais le PIB cumulé des alliés de l'Ukraine dépasse les 50 000 milliards de dollars. Évidemment, cette somme aurait été beaucoup mieux employée dans la lutte contre le changement climatique. Si seulement les troupes russes étaient restées chez elles. Morten Botskov, le ministre danois de la Défense qu'on a cité tout à l'heure, l'a dit, la guerre pour la préservation de l'Ukraine, c'est aussi la nôtre. L'Élysée et Matignon ont prévenu. L'hiver sera rude pour nous Français. On entend déjà certains de nos concitoyens, de nos proches même, se plaindre de l'engagement financier de la France, de son soutien militaire et surtout des conséquences des sanctions économiques prises contre la Russie.
En résumé, les États-Unis souhaitent une guerre longue pour affaiblir la Russie. Ils avaient fait pareil en soutenant les talibans avec qui ils s'étaient alliés à l'époque durant l'invasion russe de l'Afghanistan dans les années 80. Le bilan a d'ailleurs été plutôt positif vu que cette guerre a précipité l'effondrement de l'Union soviétique. Pour l'instant, si la Russie souffre, c'est sur le champ de bataille. Les sanctions ont certes désorganisé son économie, mais ses exportations de pétrole et de gaz se portent mieux que jamais. Leur valeur d'achat, pas leur volume d'exportation. L'Europe souffre d'une forte inflation et de ses difficultés d'approvisionnement énergétique. Elle reste solidaire de l'Ukraine, peut-être plus les pays de l'Est que ceux de l'Ouest. Quant à l'Ukraine, c'est elle qui subit les pertes, parmi lesquelles on dénombre désormais plus de militaires que de civils. Son économie est en ruine. L'Ukraine accumule les dettes. Va-t-elle réussir à résister assez longtemps pour forcer la Russie à se retirer ou tout du moins à signer un cessez-le-feu? Tu nous dis, on espère que le contenu de cette chaîne te plaît. Si tu as des suggestions, n'hésite pas et surtout fais tourner. À la prochaine.